pas détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. Hein. De protection, de biodiversité, mangrove pour réduire les forêts sèches là. Des formes de botanique très très fortes comme on a dit. Alors, bel bonjour tout le monde, c'est Fanny Wa avec vous pour En Semaine et puis la Sopama. Aujourd'hui, j'ai 3 invités. Je suis ravie parce qu'il y a du monde sur le plateau. Je suis toute contente. Donc, honneur aux femmes, bien sûr. Donc, bel bonjour Rosalie. Bel bonjour Fanny Wa, bel bonjour tout le monde de la Martinique. Bel bonjour tout ça qui a suivi nous au-delà de la Martinique. Voilà, je rappelle que Rosalie Gachette, c'est la présidente de la Sopama. Et à ma droite, donc, j'ai 2 invités donc, qui font partie du collectif des riverains de la plage du Carbet. Donc nous avons alors Monsieur Jean-Pierre Maurice, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà. Et puis nous avons Monsieur Christian Morin. Bonsoir à tous les amis et tous ceux qui nous écoutent pour cette émission qui apportera beaucoup d'éclaircissements sur beaucoup de choses. Voilà. Donc on aura 2 sujets, peut-être un 3e, mais le 3e, on verra si on va l'aborder dans cette émission et continuer dans l'émission suivante. Donc c'est par rapport aux travaux qui se font au quartier Gachette au Robert. Et sinon, on va voir le dossier de l'EHPAD qui se construit en ce moment à Saint-Joseph. Et puis, le premier dossier, c'est le Carbet. On en avait parlé avec Pascal Tourbillon dans une des émissions précédentes. Et donc, je vais faire une correction parce que j'avais fait une bêtise la semaine dernière. J'avais montré une photo de tortue, de pente de tortue sur la plage du Carbet. Mais ce n'était pas au Carbet, c'était à Sainte-Anne, donc aux Salines. Voilà, donc en fait, c'était le 26 avril 2023, donc sur la plage de Grand-Anse, voilà, à Sainte-Anne. Alors, ce sont des tortues luttes en fait, la tortue est montée à 14h20 et elle est repartie à 15h15. Donc, ce sont des tortues qui sont très grosses, les plus grosses qui peuvent arriver sur le territoire de la Martinique. Elle peut mesurer jusqu'à 2 mètres et peser jusqu'à 400 kilos. Et donc, elle vient pondre là où elle est née. Voilà. Et donc, on va tout de suite aller voir nos invités parce qu'effectivement, il y a des pontes de tortues sur la plage du Carbet. Là où, justement, vous menez une lutte quand même assez conséquente depuis combien d'années? Alors vous allez me dire d'abord pourquoi vous avez créé ce collectif. Donc si vous vous êtes rassemblés, c'est qu'il y a une gêne, un adversaire que vous avez en commun. Voilà, et puis expliquer la raison pour laquelle vous êtes présent et vous avez dit tout à l'heure là que vous soutenez la Sopama par rapport à ce combat. Voilà, donc c'est qui vous voulez. Je veux bien commencer. Oui, alors donc, nous avons la chance au Carbet d'habiter un endroit qui est magnifique. On est près de la mer. Et on a beaucoup d'avantages. Le Carbet est une commune qui est, depuis quelques années, très demandée. Seulement, nous qui habitons là, nous rencontrons parfois quelques difficultés. Il y a beaucoup de monde qui passe. Et l'organisation de la plage, l'organisation de la commune, n'a pas toujours prévu la circulation de toute cette population, l'arrivée de tous ces camions de livraison, ces véhicules divers. Et donc nous aurions parfois aimé pouvoir accueillir nos visiteurs avec plus de bonheur et avec plus d'organisation. Alors nous avons en particulier dans notre environnement, nous avons des restaurants. Et ces restaurants, souvent, ne sont pas des bars de plage ou des restaurants de plage. Ils se transforment, comme dit souvent mon ami et voisin, en boîte de nuit. Et alors c'est à ce moment-là que nos difficultés commencent, puisque nous sommes transformés en une population qui est sous le choc des
des basses, des coups de basse. Et au gré des organisations de fêtes, et alors nous aurions aimé que nos populations soient un peu plus écoutées et que sur cette belle plage du Carbet, il y ait davantage de respect pour les habitants et pour les riverains. J'ai quand même une question parce que vous dites qu'il y a, depuis ces derniers temps, beaucoup plus de personnes qui circulent sur la commune. Qu'est-ce qui fait que justement il y a toutes ces personnes-là? Eh bien, disons que c'est, je pense, la volonté municipale. Il y a beaucoup de restaurants qui se développent et ces restaurants organisent avec l'accord et la bénédiction de la municipalité, ils organisent des fêtes. Et ces fêtes attirent beaucoup de gens. Et beaucoup de choses ne sont pas prévues pour faciliter la réception de ces personnes. Et nous, habitants, nous les riverains de la plage, nous souffrons parfois beaucoup de cette situation. Et nous n'arrivons pas toujours à nous faire entendre à la fois des restaurateurs, mais pas seulement, aussi des pouvoirs publics, aussi de la municipalité, quelquefois même de la gendarmerie, des services préfectoraux, de la DEAL qui s'occupe des questions d'équipement, d'aménagement, de l'ARS qui s'occupe des questions de santé. Tous ces services nous ignorent et ne répondent pas à nos observations, à nos demandes, à nos difficultés. Et donc nous sommes en attente, nous sommes en demande d'écoute. Nous sommes en demande d'écoute et puis d'organisation pour un meilleur vivre ensemble sur cette plage du Carbet. Monsieur Christian Morin, donc en fait c'est un collectif, donc collectif des riverains de la plage du Carbet. Donc vous êtes une trentaine d'adhérents. Et des sympathisants. Et depuis quand cela existe? Est-ce que vous pouvez nous en parler justement? Depuis 3 ans, nous avons vu que les choses ne fonctionnent pas avec les utilisateurs de la plage. Nous étions dans l'obligation de mettre en place ce collectif, puisque nous avons essayé de faire des démarches individuelles, mais on n'était pas écoutés. Les démarches individuelles, par vers exemple. les restaurateurs qui sont sur la plage et de faire respecter un petit peu la loi du littoral qui permet également que des arrêtés qui sont délivrés soient respectés et que les normes qui ont été attribuées soient prises en compte. Mais là, on constate que c'est toute la plage du territoire de la commune du Carbet, c'est de l'anarchie. Tout le monde fait ce qu'ils ont envie de faire, mais rien n'est réglementé. Les raisons, je n'ai pas envie de les dire, mais tout le monde comprendra. Parce que nous ne sommes pas seulement les riverains à nous plaindre. C'est toute la population du Carbet qui se plaigne de ça. Bien sûr qu'il faut prendre en compte. C'est comme s'il y a ces manifestations. Il y a des gens qui paient des impôts qui habitent la commune et qui travaillent à l'extérieur. Le week-end, ils ont besoin de se reposer. Mais comment ils peuvent faire? Ils ne peuvent même pas entrer chez eux. Donc c'est anormal. Et ça n'est pas pris en compte par la municipalité du Carbet. Ça n'est pas pris en compte. Les raisons, je ne veux pas savoir, mais je veux que c'est eux-mêmes qui nous disent pour quelles raisons. Développer la commune, c'est une chose, mais chacun doit trouver sur son compte ou sur le territoire de la commune, car nous payons des impôts comme tout le monde. Maintenant, les gens qui viennent nous visiter, les gens qui viennent sur la plage, nous n'avons rien contre. Puis eux viennent de le dire, nous n'avons rien contre les gens qui viennent sur la plage. Au contraire, nous sommes demandeurs, parce que nous sommes des humains. Nous voyons bien quand ils vivent dans des HLM avec des enfants. Ils ont envie d'aller prendre un petit bain un peu d'air. Il n'y a aucun souci. Mais ce que nous déplorons, que ces restaurants ne deviennent pas des boîtes de nuit. Pas possible. Avec les baffes, on ne dort pas, on ne reste pas chez soi, on ne peut pas. Et ça dure toute la nuit. Et en plus, ce qui est le plus grave, c'est quand cette soirée se termine, les gens restent sur la plage. C'est tout à fait normal, soit cuvés, soit prendre un petit peu d'air de jour, mais ça fait du bruit, ça fait des nuisances, et les gens ne dorment pas sur la commune. Voilà en gros ce que je veux dire. Mais maintenant, je pense que vous allez poser d'autres questions, que je veux revenir sur un domaine, vu ce que j'ai entendu un des restaurateurs dire, que j'ai envie de répliquer. Donc en fait, d'abord, individuellement, vous alliez discuter avec les restaurateurs, demander à ce qu'il puisse y avoir un usage harmonieux de la plage. Voilà, et puis ensuite, vous avez vu qu'il n'y avait pas, le dialogue n'était pas possible, l'harmonie n'était pas possible. À ce moment-là, vous avez créé le collectif il y a
Absolument. 3 années de C'est cela. ça qu'il faut ajouter. C'est pas le dialogue avec les restaurateurs. Il y a un maire de la commune responsable de la sécurité. C'est lui qui doit organiser cette rencontre entre les différents partis. On ne l'a jamais vu. On ne l'a jamais entendu. Il est sectaire. Ils font partie des restaurateurs. Point barre. Et l'ADA, la préfecture, Tous, ils te disent, comme les différentes interventions que nous avons pu faire avec les différentes instances de l'État, ils te disent les maires ont maintenant certaines priorités et que c'est eux qui décident sur leur territoire. Mais en faisant respecter les lois de la République française qui n'est pas mise en vigueur et qui n'est pas acceptée. Donc c'est ça que nous déplorons. Nous déplorons cela et c'est pour cette raison que nous avons été au tribunal administratif plusieurs fois et que nous avons toujours gagné pour ces raisons-là. ok, vous avez Et toujours vous savez, gagné. je n'avais pas envie d'aller plus loin et de pouvoir vous dire les choses plus en détail dans un petit moment. Alors, comme j'ai entendu, vous avez gagné, je vais demander à Rosalie, qu'est-ce qui est gagné? En fait, M. Maurice va dire ce qui a été gagné, puisque je veux quand même faire deux remarques avant de passer la parole à M. Maurice. C'est que j'ai entendu dire, je l'ai entendu dire que nous sommes en attente d'écoute. Et pourquoi les gens arrivent à la Sopamar tout le temps? C'est parce qu'ils sont en attente d'écoute. Et les maires, une fois en place, ils ne se préoccupent plus de la santé et de l'environnement des personnes qui les ont mis en place, ce qui est dans la charte de l'environnement, qui est un droit constitutionnel au-dessus de toutes les lois que nous avons. Donc, il faudrait que nous comprenions que cette charte de l'environnement donne raison à ces familles qui ont besoin de respect, qui ont besoin de dormir. Nous avons beaucoup de personnes qui viennent nous voir, là, en ce moment, qui nous disent, oui, mais quand j'ai acheté ma maison, on ne m'avait pas dit qu'il y avait 300 logements qui allaient venir s'installer à côté de nous. On ne peut pas, je ne pourrais pas. Donc ça aussi, ça fait partie de la Constitution et il faudrait que les maires puissent comprendre qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. D'autant plus que ce ne sont pas des logements sociaux comme ils le prétendent, ce sont des logements pour faire de la spéculation immobilière comme nous disons, ou bien dans le cas du petit bonhomme, puisqu'il est question du petit bonhomme, nous ne comprenons pas pourquoi le maire s'acharne à rester dans l'illégalité. Alors la première chose, il faut que les gens comprennent que le maire avait autorisé au petit bonhomme à construire un hôtel sur la parcelle qui appartient à la commune. Ce n'est pas possible parce que n'importe quel Martiniquais qui serait allé voir ce maire pour pouvoir lui demander à prêter, mais on ne prête pas le bien public. Le bien public appartient à la population. Donc, s'il faut un achat, il faut l'acheter, etc. Comment se fait-il que le maire s'autorise à laisser construire sur un terrain qui n'appartient pas au petit bonhomme? Donc, bien entendu, le tribunal a dit que ce n'était pas possible. Et là, on voit que le petit bonhomme revient complètement s'installer sur toute la plage. Or, il y a des gens, il y a des pontes de tortues, il y a des gens qui viennent dans la mer. On ne peut pas se faufiler alors que le littoral doit rester libre. Alors, il va dire qu'on peut passer, mais si moi je veux aller chez M. Maurice, si je veux aller un tout petit peu plus haut sur la plage pour regarder les pélicans, etc. Donc, il y a des entraves, il a mis des lits, il met des choses sur toute la plage. Alors, c'est pour cette raison, il y a aussi le conflit d'intérêts que M. Maurice va dire. Et nous rappelons Martiniquais, parce que nous voyons des gens qui disent « oui, mais vous empêchez au petit bonhomme de travailler ». Nous disons que c'est faux. Cette personne a une parcelle exactement à 10, il n'y a même pas 10 mètres, on traverse la rue, de plus de 1000 mètres carrés pour construire son restaurant. Donc pourquoi il ne veut pas construire sur sa parcelle? Et si vous voyez la vidéo qu'on avait faite, il me dit de sortir sur sa parcelle. Donc pourquoi il ne veut pas construire sur sa parcelle qui lui appartient? Il veut absolument construire sur la plage. Nous avons des lois. Nous avons la loi littorale qui dit qu'il y a de grands principes. Donc, avec ces principes, on devait respecter tout chacun, plus la charte de l'environnement. Et c'est avec raison que le tribunal a compris qu'il y avait une non-mise en concurrence par rapport à cette histoire d'AOT. On donne des AOT à tout le monde. On refait des AOT, on prend des AOT. Et il ne faut pas qu'on oublie que nous venons d'écrire au préfet aussi pour lui demander de nous expliquer comment
des 50 pages géométriques qu'il a fait des protocoles avec toutes les communes littorales, eh bien, sont ainsi dilapidés et pas au profit des Martiniquais. Et c'est ça que nous allons voir sur le Robert, si on a le temps un petit peu. C'est Robert, Trois-Îles, toutes les communes littorales. Donc nous allons voir ça après. Alors, cette question on va dire, de l'anarchie et de l'importance de l'action des services de l'État, au Carbet, quand je suis arrivé, j'étais un jeune retraité, je venais m'installer là où habitait mon grand-père, dans la maison qui avait été construite par ma mère. Je n'avais pas conscience de tout ça. Et puis, je me suis rendu compte au fil des mois, en discutant avec les gens, qu'il y avait eu un certain nombre de pétitions qui avaient déjà été faites par tel quartier, par telle ou telle famille, à tel endroit autour de la plage. Alors, je me suis dit, on va essayer d'organiser ça un petit peu. Et donc, je me suis mis à intervenir d'après ce qu'il me semblait que la loi avait prévu. Alors, j'ai téléphoné à la gendarmerie quand il y avait du bruit, j'ai parfois porté plainte au procureur. Pourquoi ? Parce que les demandes auprès des restaurateurs, à l'époque il y en avait 2 en face de chez moi, les demandes n'aboutissaient pas, les fêtes se multipliaient, les arrêtés municipaux autorisant les fêtes se multipliaient, et quand j'appelais la gendarmerie, les gendarmes me disaient « Monsieur Maurice, on ne peut pas venir parce que la soirée a été autorisée par le maire ». Alors là, j'ai commencé à réfléchir. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un système qui faisait que tous les intervenants et toutes les autorités se donnaient la main pour que rien ne change. Et c'est à ce moment-là que je suis allé voir la Soupama. J'ai quand même un témoignage à faire. J'avais fait une vidéo, je te l'avais envoyée, Rosalie. C'est-à-dire que je passais dans la commune, mais j'allais acheter dans la petite supérette au bord de la route, vite fait de l'eau, voilà, pour pouvoir me rendre à l'endroit où je vais avec de l'eau. Mais j'entends boudoum, boudoum, il était 17h, 18h, boudoum, 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 à n'y rien comprendre. Et effectivement, derrière la supérette, sur la plage, il y avait toute une installation. Donc il y avait un podium qui était clôturé par des barrières vauban. Il fallait marcher dans l'eau pour pouvoir passer par la plage. Et puis il y avait au moins 200 personnes. Beaucoup de touristes, je pense, puisque je ne pense pas que ce soit des Caribésiens. Voilà, je ne pense pas. Avec une lumière, des lumières très flashy, de toutes les couleurs. Et lorsque j'ai vu, il y avait des gendarmes, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il en est ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des ponts de tortue dans tout cela, il y a des riverets. Le bruit, la lumière, c'est pas possible. J'avais même appelé Rosalie, en voyant ce spectacle-là, je lui ai envoyé les vidéos, j'ai dit mais c'est pas possible, on ne peut pas faire des choses pareilles. Et puis effectivement, comme vous avez dit, Monsieur Maurice, ils m'ont dit il y a les autorisations du maire. Voilà. Donc effectivement, et c'est très fréquent. C'est très, très, très fréquent qu'il y ait ce genre de fête. Parce que notre défense va au-delà des riverains de la plage. C'est ça qu'il faut reconnaître aussi, qu'il faut qu'on dise. Le Carambé se trouve dans une cuvette. Donc, la sonorisation, ça porte loin. Mais si vous faites une petite enquête sur les gens qui habitent au-delà de la plage, par exemple vers l'hôpital, le centre de rééducation, sur les gens qui habitent au Mont-Noble, ou même au moment, ils vont vous dire, ils entendent leur bruit et qu'ils ont les mêmes nuisances et ils nous demandent comment nous faisons pour habiter plus bas. Tout près. Et c'est n'est pas pris en compte. C'est pour ça que je dis et que je maintiens, puis on l'a dit un instant, il faut que la loi s'arrête au restaurant. Vous avez demandé un arrêté pour un restaurant. Vous n'avez pas demandé d'arrêté pour faire une boîte de nuit. Cela n'est pas dedans. Que vous embauchez, comme un certain restaurateur se organise de dire, j'ai 35 employés, 25 employés. C'est pas le problème n'est pas là, nous ne sommes pas dans l'affectif. Nous ne sommes pas dans l'affectif. Nous sommes dans la loi.
Vous savez, avec la hauteur qu'on vous a donnée, vous ne pouvez pas vivre avec, vous lâchez pour un autre. Vous vivez avec, et vous avez demandé parce que vous pensez vivre avec, mais pas aller au-delà. Nous sommes dans l'administration. La loi, que la loi, et rien que la loi. Et c'est ce que le tribunal administratif, depuis 2-3 occasions, nous a donné raison sur les démarches que nous faisons pour protéger la population et ainsi le littoral, parce qu'il y a un autre sujet qui est aussi important. Ce qui se trouve sur la plage. Après l'ENI, en 1999, il y a une loi qui est sortie. L'ENI, c'est un cyclone. Un cyclone, oui, en 1999, le 12 novembre 1999. Et on dit tout ce qui se trouvera sur la plage doit être amovible, pouvoir être enlevé à n'importe quel moment. Mais je suis désolé, n'importe qui passe, voit que ce n'est pas ça, c'est du solide. Exactement. C'est du solide et des nuisances qui sont amenées à venir. On parle d'érosion. La plage du Carbet sera impactée tôt ou tard. Et qui va payer les conséquences? Il y aura des gens, même s'ils ne sont pas encore en place, ils auront la responsabilité de dire pourquoi ils ont donné des autorisations qui ne devraient pas y être. Effectivement, lorsqu'il y a de fortes houles, nous voyons que systématiquement la route, la mer arrive. Mais il n'y a pas de route là, justement. Voilà. Il n'y a pas de route par la plage. Il n'y a pas de route là, ça n'existe pas. C'est un passage. Mais on voit une route pour aller à Saint-Pierre. La route, mais ça arrive là aussi. Je parle Mais pas cette du route-là. Mais je parle celui qui fait de l'imprévu jusqu'au le quartier petit chemin par la plage. terre. Ça n'est pas, mettons dire Oui, ça, c'est le chemin de plage. répertorié Voilà. comme route sur la commune du Carbet. Si vous faites un accident là, l'assurance ne marchera pas. Mais tout à fait. Et lorsque je parle de la route qui mène vers Saint-Pierre, Ouais. et lorsqu'il y a de fortes houles, qu'il y a du sable et la mer qui arrive là, donc c'est la même chose pour ce petit chemin qui Ouais. longe. Mais sur cette partie-là, vous soulevez encore un problème. Ça fait plus de 30 ans. Chaque fois qu'il y a une houle, on fait la route. Tu traverses C'est Saint-Pierre-Garbet. Jusqu'à maintenant, on ne voit rien du tout. Même pas un enrochement. Ils ne font rien. Et ça, c'est de la communication. C'est de la communication. Comme j'entends un restaurateur ce matin, sur les zones, pas de quelle zone. Ça fait 10 ans que je l'entends dire la même chose. On n'est pas dans le sentiment. Non, on n'est pas dans ça. On est dans la loi, rien que la loi, toujours, jusqu'à ce qu'on ait encore au français. Jusqu'à Le la jour où on ne le sécurité. sera plus, on verra ce qu'on fera. Mais pour les médias, c'est ça. Et c'est ça que le tribunal administratif a jugé. Hein. Alors je rappelle quand même, on avait fait une émission avec Pascal il y a 2 semaines de cela. On avait vu justement sur les 50 pages géométriques et l'AOT. Donc l'AOT, c'est l'autorisation d'occupation temporaire. Temporaire. Pascal avait dit qu'effectivement que l'AOT, c'est 8 mois par année. Normalement, c'est 6 mois. C'est 6 mois. Donc en fait, et là on voit que c'est Tout le toute temps. l'année. Du permanent. Voilà, Ça c'est deviendra du du permanent. permanent. Et il faut les monter, c'est-à-dire Et voilà. qu'il faut pouvoir le rentrer, le sortir, etc., ce qui n'est pas le cas. Voilà. Et puis il y a aussi Mais là, si je comprends bien, Le fait- ils avaient dit que c'est une spécificité pour les départements et territoires d'outre-mer, Exact. comme nous avons le soleil et le beau temps tout le temps. C'est pour ça qu'il l'a ramené, parce que la commune de Carbet, il faut le dire aussi, c'est le maire qui a la gestion de la plage de Carbet. C'est pas la DLA, c'est le maire. Dans ses qui prend toutes les décisions. Mais comme il est responsable de la police de la commune, nous nous posons des questions. À quel niveau est cette police? juste pour l'intérêt de certaines personnes. Vous avez tout compris. Alors, Vous voulez dire quelque chose vous, oui, pour prolonger un petit peu ce que disait Christian Morin, la commune du Carbet est la première commune de Martinique où il y a eu une forme d'expérimentation. Et c'est la première commune de Martinique où la gestion de la plage a été confiée depuis l'État, depuis la préfecture, à la commune. Et il faut reconnaître qu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'on voit sur le terrain, nous qui sommes sur place, ça nous fait de la peine. Nous remarquons qu'il y a une certaine forme de... Je sais que le mot est fort, mais il faut bien le dire, une certaine forme d'anarchie. Et c'est ce qu'on a eu l'occasion d'appeler une ruée vers l'or. C'est-à-dire que les gens, y compris des gens d'autres communes de la Martinique, voyant qu'il y a des possibilités de développement économique, voyant qu'il y a des possibilités d'utilisation de morceaux de la plage pour une somme pas très élevée, ils se ruent dessus. Et vous avez toutes sortes de populations, toutes sortes de publics qui sont venus sur la plage du Carbet pour profiter de
de ce que j'ai appelé l'or noir, le sable, l'or gris, l'or noir de la plage du Carbet. Alors certains ont parlé d'Eldorado. C'est le fameux restaurateur dont M. Morin, Christian Morin n'a pas cité le nom, l'Eldorado, disant que le Carbet et le Nord Caraïbe constituent un Eldorado, c'est-à-dire un endroit qui a plein de potentiel qui pourra se développer. Et on est dans cette logique de l'Eldorado. C'est vrai qu'il y a une montée en gamme à faire au niveau du Carbet, Mais pas que sur la plage. mais pas à n'importe quel prix. Cette montée en gamme ne doit pas se faire au détriment des populations. Cette montée en gamme ne doit pas se faire au détriment de l'environnement. Voilà, je crois que c'est le cœur de l'affaire. Et ce n'est pas parce qu'on va privatiser la plage, ce n'est pas parce qu'on va remettre des morceaux de plage à telle ou telle personne, à tel ou tel acteur économique, que l'on va forcément développer le Nord Caraïbe. On va peut-être effectivement créer quelques emplois, mais il y aura sans doute des inconvénients, il y aura sans doute des difficultés. Et c'est là-dessus que nous voulons attirer l'attention. Il faut que les services de l'État, puisque les municipalités ne le font pas toujours, il faut que les services de l'État assurent un service minimum. Il faut que les services de l'État comprennent le combat écologique. Il faut que les services de l'État comprennent le combat des citoyens pour une vie plus calme, plus tranquille. C'est ça que nous demandons aujourd'hui. Alors, le collectif des riverains de la plage du Carbet, comment vous soutenir, comment faire pour que vous puissiez être plus fort, puisque oui, il y a des victoires au niveau juridique, mais la situation reste la même. Donc, qu'est-ce que vous auriez souhaité justement dire à ceux qui vous regardent et puis pour pouvoir changer heureusement, nous avons la votre chance monde. d'avoir avec nous la Sopamar. C'est très important. Ils ont un aura sur ces différents aspects qu'ils maîtrisent mieux que nous. Nous sommes qu'un soutien à eux, ils sont un soutien à nous. Donc, on partage complètement leur point de vue sur le développement, sur la sauvegarde du patrimoine martiniquais. Il n'y a aucun souci dessus. Et en même temps, ça nous permet de faire des actions sur l'administration en place. Hein? Puisque vous savez, vous êtes dans un petit pays, c'est des amis, des copains des amis qui peuvent subvenir et en avoir de gain de cause dans tout. Maintenant, si la loi se met à faire respecter les règles administratives et qui doit exiger, il n'y a aucun souci. Donc nous pensons qu'avec la Sopamar qui mène une action sur la Martinique, nous sommes en plein dedans et nous serons là pour défendre les intérêts des Martiniquais au sein de cette association. Merci beaucoup. Juste pour terminer Rosalie. avec le Carbet, on dirait que quand on parle développement, en fait, on dit qu'il faut parler aménagement global. Lorsqu'il fallait ouvrir Aqualand, on avait dit que ce projet-là ne convenait pas. Aqualand, c'était au Carbet aussi. Oui, c'est au Carbet. C'est un projet qu'on avait dit qu'il ne fallait pas faire comme ça, présenté comme ils l'ont fait, mais ça n'a pas loupé. Regardez, le projet est dans une forêt là maintenant, délaissée, où on a perdu beaucoup de fonds, beaucoup d'argent qui ont été dilapidés dans ce projet. La vallée des papillons, par exemple. Donc, ce sont des projets qui ne sont pas bien ficelés, qui ne sont pas bien conçus, et qui fait qu'aujourd'hui, dans l'aménagement global qu'on voudrait pour la Martinique, puisque chacun veut sa piscine, chacun veut ceci, chacun veut cela, il faut bien déterminer, il faut que nos élus se mettent ensemble pour pouvoir faire des projets, puisque la Martinique, c'est 1100 km² seulement, donc c'est ainsi que nous allons pouvoir avancer avec des projets qui reflètent l'île sur laquelle nous vivons. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, pour avoir plus d'éléments sur ce sujet, il y a un autre aspect, l'aspect terrestre, mais l'aspect de la mer aussi. Avec le concours de la Sopamar, nous avons fait 2-3 réunions publiques sur la commune du Carbet pour parler un peu de l'utilisation de la mer. Ça. Mais nous avons fait ça, nous avons fait une salle plusieurs fois pour ça. Combien de marins pêcheurs qui sont venus? 2, 3, ils ne sont pas concernés. La population n'est pas venue. Nous sommes dans une zone, un Nord Caraïbe,
les gens parlent d'eux en dehors de tout, mais venir s'exprimer devant le public pour faire reconnaître leurs droits, ils ne viennent pas. Eh bien, qu'est-ce qu'on entend ces jours-ci? Avec tous les bateaux qui sont mouillés. Tout le monde se plaint maintenant. Tout le monde se plaint du mouillage, que la mer, ils ne peuvent pas se baigner, et il y a des trucs Tout à fait. dans l'eau de mer, ils refusent de faire ça. Mais quand je leur dis, mais nous avons créé l'association, venez avec nous, donnez-nous à la Sopamar et nous-mêmes beaucoup de poids pour que nous puissions faire remonter vos revendications. Et c'est pour ça que j'ai tenu à faire passer ce message ce soir pour dire que c'est un problème que nous avons à cœur de remédier. Mais s'il faut que la population nous rejoigne, non pas rester dans le petit coin, parce que la force silencieuse, comme on dit, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Il faut se mouiller la chemise, il faut savoir hausser les manches et puis aller au combat pour que les forces publiques, les gens qui doivent s'occuper au plus haut niveau que nous, puissent prendre en compte nos doléances. Mais là, tout le monde crie sur ça. Il y a des bateaux, les pêcheurs ne peuvent pas pêcher, ni les balaos, ni faire des coups de seine. Il faut supplier les propriétaires de bateaux s'ils peuvent avancer leur bateau pour le faire. Des fois, c'est mal vu. Se baigner, les gens se disent, mais c'est les bateaux qui sont tout près de la côte. Dernièrement, il y a une bonne dame qui me dit, ouais, mais qu'est-ce que vous faites pour les bateaux? Qu'est-ce qu'on fait? Le responsable de la police, de la commune du Carbet, c'est le maire c'est les maires des communes côtières. La zone des 50 pas, c'est eux qui doivent augmenter la zone des 50, de 300, du moins, excusez-moi, des 300 mètres. C'est eux qui doivent le faire. Qu'est-ce qu'ils font? Dites-moi ce qu'ils font. Peut-être lorsqu'on va changer des statuts de la Martinique, des choses vont se faire, peut-être. Peut-être, je ne sais pas. La question que je me pose. Effectivement, il y a les mouillages sauvages aussi. Et puis il y a la question, il y avait une enquête. J'ai beaucoup de demandes en ce moment. Voilà, pour le moment, je ne réponds pas. Je les laisse faire. Et puis il y a une enquête, qu'il y avait eu une enquête publique pour les zones de mouillage organisées et tout. Les conflits d'usage. Effectivement, le Carbet, il faut vraiment nous soutenir parce que c'est pas qu'est-ce que la Sopamar fait ou qu'est-ce que le collectif des riverains font. C'est qu'est-ce que nous, Martiniquais, faisons. C'est la question que nous nous posons. Voilà, c'est qu'est-ce que nous, tous Martiniquais, nous faisons. C'est pas nous la sommes Sopamar, prêts alors à parler en leur nom, mais il faut qu'ils nous rejoignent pour nous donner des forces et du dynamisme qu'on puisse aller au-delà de ces combats. Voilà, exactement. Donc, eh bien, je n'ai pas emmené d'image sur le Carbet parce que je vous invite à y aller pour voir sur place exactement ce qui se passe et même le soir, je pense que le vendredi, le samedi surtout, pour que vous puissiez voir ce qui se passe réellement sur cette place. Donc nous allons passer à un autre sujet sur la construction d'un EHPAD sur Saint-Joseph, donc juste au-dessus de l'hôpital, il y a un hôpital dans un rond-point. Donc on va avoir une petite vidéo et puis on retourne sur le plateau. Nous sommes le 19 avril 2023, nous sommes avec la Sopamar, donc à Saint-Joseph, vous voyez le rond-point ici, là-bas il y a la source La Gouttière. Alors ici ils sont en train de construire un bâtiment EHPAD pour, en fait, là vous avez l'hôpital, voilà, donc c'est un bâtiment pour les personnes âgées, les travaux se font illégalement. Donc la Sopamar est là, nous sommes présents. Il y a une vingtaine d'ouvriers, ils accélèrent les travaux. Ils sont en train de faire une structure pour éviter qu'il y ait des éboulements. Parce que c'est un terrain où il y a énormément de sources d'eau, zone rouge, éboulement. Voilà, donc on voit les images, donc c'était au mois d'avril. Et le vendredi, c'était un mercredi que nous sommes allés, je crois que c'était le 19, j'ai oublié, mais le vendredi même, le maire posait la première pierre sur ce site-là. Donc Rosalie, est-ce que tu peux nous expliquer justement ce qui se passe sur en fait, cette construction sans permis? Voilà, donc est-ce que tu peux nous donner plus d'éléments? Alors, le problème de l'EHPAD, c'est un problème qu'on n'a jamais vu, en fait. On a déjà vu des choses, mais là, on voit des choses qu'on ne peut pas accepter. Alors, il faut se dire que ce terrain-là est devenu conscriptible qu'en 2013, avec la révision du PPRN. C'est quoi le plan de prévention des risques naturels de la Martinique, en fait.
Et c'est en 2013 qu'ils ont classé une partie de ce terrain en constructible. Mais on est en zone rouge. Parce que si on prend d'une parcelle à l'autre, on verra bien que sur le PPRN, ça dit que là, c'est en rouge et juste à côté, c'est en jaune, soi-disant. Mais on voit aussi que c'est en orange. Donc, en fait, on manipule un petit peu les documents de l'urbanisme qu'on n'arrive pas à comprendre. Alors, ce que je veux dire sur cet emplacement, c'était une ancienne zone naturelle, agricole, la zone agricole. Et avec le plan local d'urbanisme de 2012, qui a été approuvé en 2013, donc dans le PADD et dans les orientations d'aménagement programmé du PLU, eh bien, il fallait installer un EHPAD, un hôpital et puis une maison masse. Alors, le maire a acheté le terrain, une maison masse, c'est pour les autistes en fait. Ok. Et dans les délibérations du maire, on voit très bien que finalement, ils ont supprimé cette maison masse, en fait, que je vois revenir en ce moment. Alors, ils ont supprimé la maison masse et ils ont commencé à faire l'EHPAD. Alors, à faire l'EHPAD de 84 chambres, mais quand là où ils construisaient l'EHPAD, en fait, c'est là où ils ont construit l'hôpital. Donc, ils étaient en train de construire l'EHPAD et c'est monsieur Papier, c'est la Samsama, ils ont trouvé en fait qu'il y avait techniquement et économiquement, c'était pas viable pour eux parce que comme il y a des sources qui passent en bas, il fallait faire des travaux vraiment qui coûtaient très cher. Donc, ils ont décidé de changer de place, de monter un tout petit peu plus haut. Donc, ils ont enlevé le permis qu'il y avait vers le bas pour s'installer vers le haut. Mais entre-temps, depuis 2011-2013, ils ont reçu ce qu'on appelle du FRAFU, des fonds européens. On leur a donné de l'argent pour pouvoir faire cet EHPAD-là. Alors... Quelle année? En 2014, 2015, tout ça là. Donc, ils ont fait un état liquidatif. Ça veut dire qu'ils ont bien reçu l'argent. Nous en avons les preuves de tout ce que nous disons. Ce qui fait que par un détournement de procédure, en fait, finalement, c'est l'hôpital qu'on a construit. Aujourd'hui, on ne sait pas qui a construit l'hôpital de Blondé de Saint-Joseph. Alors, que je comprenne bien. Normalement, c'est les fonds européens, c'était pour l'EHPAD. L'EHPAD, c'est 80 logements, 84 lits pour les personnes âgées. Oui. Et puis, la maison pour les autistes, ils ont décidé de ne pas la faire par rapport à délibération municipale. Voilà. Oui. OK. Donc, et là, ils ont construit parce que c'était économiquement pour la Samsama, c'était trop cher puisque ça glisse, le terrain a de l'eau, ça bouge. Ils ont dû creuser pour trouver le voilà. terrain. Donc, ils ont décidé d'enlever ce permis-là et de faire un autre permis pour plus haut. Donc, il y a eu un échange de procédures, un échange de terrain, etc. Ça, nous n'allons pas le voir ici puisque nous avons mis ça devant la justice. Et ils n'ont pas construit l'EHPAD, mais ils ont construit l'hôpital à la place. Sauf que nous n'avons pas de maître d'ouvrage. Nous n'avons pas d'appel d'offres, nous n'avons pas d'appel à concurrence dans cet hôpital. Nous ne comprenons pas ce qui s'est passé, mais l'hôpital est construit en tout cas. Bon, ils vont devoir nous expliquer. Avec quel fonds ils vont devoir s'expliquer. Seulement, nous avons à la place de la construction de l'EHPAD un hôpital et à côté de cet hôpital-là, ils ont divisé les parcelles et finalement, on se retrouve avec un permis de construire qui est devenu caduc. Le permis est terminé depuis ça a été accordé depuis 2015-16 et depuis un moment, ça fait déjà 3 ans que le permis est caduc. Donc on va voir vite fait quelques secondes de vidéo où on voit la Sopamar devant le panneau. Voilà, nous étions devant... Voilà. Au début, c'était quelle date? Je ne sais plus. Donc, on voit qu'effectivement qu'il y a plusieurs entreprises qui travaillent sur ce chantier. Oui. Et lorsqu'on était présent, ils sont en train de faire des constructions, des travaux, sans permis de construire. Voilà. Tout à fait. Alors, ce panneau-là, c'est nous qui avons exigé qu'ils déposent le panneau, qu'ils posent le panneau. Nous avons dû écrire au maire pour leur d'exiger que l'entreprise puisse déposer leur panneau sur le terrain. Donc, ce qui a été fait. Et nous avons bien constaté que le permis n'était pas affiché et que dans le panneau, ça nous disait effectivement que le permis que nous avions en main correspondait avec ce panneau de construire. Donc, nous avons alerté
les artisans qui travaillaient sur le terrain pour leur dire qu'ils n'avaient pas de permis de construire, donc qu'ils ne pouvaient pas construire. Donc il y a une entreprise qui s'est arrêtée de construire, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a les autres entreprises continuent parce que pour eux, ils ont un permis de construire. Alors, est-ce que tu peux nous dire justement l'impact qu'il peut y avoir si une entreprise construit sur un terrain sans permis? Oui, parce que ils ne peuvent pas dire qu'ils n'étaient pas au courant parce que la première chose que l'entreprise doit faire, c'est demander les documents pour pouvoir consulter le permis de construire pour savoir comment il doit procéder. Or là, on leur a dit nous avons demandé s'ils avaient vu un permis de construire, ils nous ont dit non. Donc ça voudrait dire que l'entreprise se met en problème pénalement. Maintenant, ils ont été alertés, ils savent qu'il n'y a pas de permis de construire. Pourquoi la Samsamar ne va pas déposer un autre permis de construire comme tout le monde? Ce serait formidable. Non. La Samsamar s'entête à faire croire qu'il possède un permis de construire. Or, nous avons déjà démontré que le permis de construire n'existe pas et ne peut pas exister parce que c'est caduc, c'est fini, c'est périmé depuis un moment. Alors là, ils continuent à faire les travaux, donc à leur risque et péril de toutes les façons, puisque nous leur avons dit d'arrêter. Alors nous avons écrit au maire de Saint-Joseph et c'est de là que je suis un petit peu surprise de la décision du maire. Et le maire a appelé la Samsamar et la Samsamar a dit oui, que le permis est bon. Il a vu son responsable d'urbanisme qui lui dit que le permis est bon. Donc aujourd'hui, si le permis est bon, eh bien, nous avons décidé de faire un recours au tribunal et nous avons assigné par notre avocat la Samsamar qui va bientôt recevoir son assignation devant les tribunaux et on va pouvoir s'expliquer devant les tribunaux pour savoir déjà comment il peut construire un EHPAD qui est censé être construite depuis un moment, comment l'hôpital a été construite à la place de l'EHPAD. C'est toutes ces décisions, ces projets qui se font sans qu'on puisse comprendre ce qui est en train de se passer sur le terrain. C'est pour cette raison que la Sopamar est toujours débordée par des projets que nous dirons des projets illégaux. Alors pendant qu'on parle, on va regarder les images. Donc ils sont en train de faire des travaux effectivement, même en ce moment. Malgré le fait que nous soyons venus sur le terrain la dernière fois et qu'on leur ait bien démontré qu'il n'y a pas de permis. Donc nous voyons sur les images effectivement qu'ils sont en train de faire un mur de soutènement qu'ils ont creusé, collé à la route, ce qui peut mettre en danger les pompiers, les ambulances qui passent pour aller déposer les patients dans l'hôpital juste en bas. Et donc, sur ce terrain que nous voyons devant nos yeux, ils ont posé le vendredi la première pierre. Donc, alors que le maire sait très bien qu'il n'y a pas de permis, il est allé déposer la première pierre le vendredi. Et là, nous voyons justement, juste à droite, c'est un terrain agricole. Oui. Et lorsque nous étions effectivement sur le site, nous avons vu qu'il y a des camions qui ont déposé des graviers sur ce terrain agricole. Oui, là, justement, un peu plus sur notre droite dans l'image, derrière Pierre, il y a eu des dépôts de gravats par des camions sur un terrain agricole. Donc, chose qui ne doit pas se faire. Oui, mais ils ont déjà débordé sur le terrain agricole. Quand on leur dit qu'ils sont sur le terrain agricole, ils disent non, on est en terrain AU, etc., etc. Donc la moitié du chantier se fait déjà en terrain agricole. Et ce dossier-là, c'est un sac de nœuds. Il faut le dire, c'est un sac de nœuds parce que même la mairie a acheté le terrain 500 000 € et a donné à 1 euro franc symbolique à la RS ce terrain-là. Or, aujourd'hui, la ville de Saint-Joseph est incapable de donner le titre de propriété à l'ARS. Donc, c'est un sac de nœuds qu'ils vont devoir s'expliquer devant les tribunaux parce que les Joséphiens ont besoin de savoir comment est utilisé leur argent, dont moi je suis Joséphine aussi. On a besoin de savoir ce qui se passe et pourquoi on est dans cette situation-là où personne ne sait qui a construit quoi, qui a fait quoi. Et pourquoi la Samsamar, qui a reçu les fonds européens déjà, ne font que commencer les travaux maintenant, alors que normalement, il a donné un état liquidatif. Donc, dans son état liquidatif, il a dit qu'il a fait des choses. Or, l'EHPAD n'est pas construite. Donc, ils vont devoir s'expliquer.
Ouais, là, devant nous, là, c'est l'hôpital. Donc l'hôpital qui a été construit à la place de l'EHPAD. De l'EHPAD. L'EHPAD devait être construite là. Voilà. Et on ne sait pas avec quel fonds européen cet hôpital a été construit. Qui a construit? Le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, l'appel d'offres. Il n'y a rien dans ce dossier-là. C'est un sac de nœuds. Voilà, je crois qu'il faut vraiment mettre un petit peu d'ordre dans ce qui se passe dans ce pays, en fait, en généralité. Donc, c'est pour cette raison que c'est vrai qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer le travail de la Sopamar parce qu'on dénonce trop, mais comme il y a des choses qui ne sont pas légales dans ce pays, donc il faut le dire haut et fort, en espérant, enfin, qu'ils vont s'arrêter. Est-ce qu'ils vont s'arrêter? Je ne sais pas. Là, on voit donc le camion qui a déposé les gravats. Des problèmes qui peuvent créer. Voilà. Voilà, donc sur le terrain agricole. Mais la SEM-Samar, c'est une société guadeloupéenne. C'est quoi la SEM-Samar? La SEM-Samar, c'est une société qui est normalement comme la CIMA, faire des logements sociaux, etc. Mais qui est toujours mêlée à une procédure. Bon, ils ont été... comment dirais-je, quand le procès, ils ont été en procès pendant plus de 10 ans. C'est le président Macron qui les a sauvés, parce que pour détournement, etc., de fonds, etc., tout ce qui se passe en ce moment, c'est ça. Donc, ils ont été graciés, comme on dit. Mais je crois que la Guadeloupe n'est pas la Martinique, et nous n'avons pas l'intention, justement, de laisser faire, parce que nous devons gérer les fonds des Martiniquais d'une manière, comme le dit la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, en bon père de famille. Donc aujourd'hui, nous avons, la SEM-Samar a des comptes à rendre aux Joséphins, aux Martiniquais, pour savoir comment il a utilisé l'argent, et l'ARS aussi. Comment ils ont utilisé, où ils ont pris cet argent, comment ils ont fait, pourquoi l'hôpital a été construit à la place de l'EHPAD, à quel moment ils ont demandé par délibération que ce soit fait ainsi. Mais comme c'est la porte ouverte à tout, donc on fait de n'importe quoi dans ce pays. Donc je crois que le moment est arrivé pour que les Martiniquais disent non, qu'ils puissent bien vérifier ce qui se passe à côté de chez eux pour que nous n'ayons pas ce genre de situation qui se répète dans chaque commune. Voilà. Donc on va arrêter avec les images. Monsieur Morel, je crois que vous avez dit quelque chose pendant que Rosalie parlait, c'était quoi? C'est-à-dire c'est un peu le même problème que nous trouvons sur toutes les communes. La loi? La loi. C'est la loi. S'il n'y avait pas la Sopamar pour soulever ces problèmes-là, dans quelle galère serait la commune de Saint-Joseph? Ce qui est valable pour nous dans le Nord-Caraïbe, dans le sud, à Bellefontaine aussi, on a eu un combat sur intérêt où les habitants qui habitent là maintenant ont des problèmes d'écoulement d'eau. Donc, quel quartier? Au niveau du lycée de Bellefontaine. Cheval Blanc. Cheval Blanc. Ils ont déboisé et puis ils veulent mettre des panneaux photovoltaïques. Et après, le maire a voulu montrer qu'il était dans ses doigts, la preuve. Dernièrement, il y a eu de l'eau et les habitations qui étaient là étaient inondées. Chose qui n'était jamais arrivée auparavant. Jamais arrivé. Mais sur beaucoup de sites. Aujourd'hui, j'ai dit, vive la Sopamar et nous serons avec eux, quel que soit ce qui arrive et ce qui passe mal. Merci. Merci, monsieur Maurice. Monsieur Christian. Et comme on disait que les gens ont peur, mais je crois que le Martiniquais ne doit plus avoir peur, parce que tôt ou tard, ils seront touchés. Tôt ou tard, des gens qu'on ne pensait pas, puisqu'on a dans notre association des avocats, on a des avocats qui sont touchés aussi. On a aussi des gendarmes, on a des policiers, on a toute espèce de personnes qui viennent nous voir. Donc, en fait, tout le monde est touché à un certain moment. Donc, il ne faut pas attendre d'être touché, donc il faut faire jouer la charte de l'environnement. Je répète que cette charte-là nous protège de beaucoup de choses et ne donne pas tous les droits aux maires, contrairement à ce qu'ils pensent. C'est-à-dire que nous devons veiller à ce que nous soyons en mesure de vivre bien, de vivre dans un environnement sain et être en santé. Donc, dans le cadre des Carbésiens, donc ce n'est pas le cas. On veut leur mettre des bateaux, etc., avec une pollution de la mer où ils sont habitués à pêcher, etc. Quand je regarde par exemple ce qui se passe au Carbet, où il y a un pêcheur qui a son aquaculture en plein et on veut lui mettre des bateaux tout autour, je me dis mais ça c'est la mort déjà de sa production. Et en plus, question sanitaire, c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il va fermer dans 2-3 jours. Et en fait, il ne pourra même pas rester là. Je vais vous donner une anecdote. Les gens qui ne sont pas concernés trouveront que
Nous sommes des emmerdeurs. Mais lorsqu'ils sont concernés, ils ne pensent pas ça. J'ai vu ça. Avant-hier, je faisais un tour sur la plage, quelqu'un qui était susceptible de nous dire « Ah, t'as emmerdé ces restaurants, des bagailles comme ça. » Et là, depuis 2 semaines, il est embêté par le bateau d'un pêcheur qui se trouve qui l'empêche d'entrer chez lui. Il me dit « Maintenant, je prends conscience parce que j'habite là-bas. » Je dis « Voilà. Oui, c'est ça. Hein? Il faut voir le collectif, non pas un individu. Moi, nous nous battons pour le collectif. À ce moment, nous nous battons pour le collectif. C'est tout. Et que les règles soient appliquées. Et comme elle vient de dire la présidente, les maires, en rôle, ils ont des priorités, ça c'est vrai, mais dans les règles de la loi de l'administration française, jusqu'à nouvel ordre. C'est ça qu'ils doivent faire respecter, parce qu'ils ont la responsabilité de la police. S'ils ne peuvent pas faire la police, c'est ça qu'ils doivent faire. Ils doivent laisser le poste pour quelqu'un qui va le faire respecter les lois. Tout à fait. Fanny, Parce que tout est en interdépendance, Tout à fait. tout est en interconnexion. Donc ce qui se passe là devant notre porte, ça a un impact sur tout ce qu'il y a autour, sur tout le monde, Alors, Et quand ça dérape, tout l'écosystème. après ça devient de l'anarchie. tout à fait. Le désordre. Oui, c'est obligé d'avoir des désordres. Après, comment réparer le désordre? C'est ça. Il n'y a pas de désordre à réparation sans des conséquences. Donc Les avant d'arriver réparations- là, il vaut mieux les faire, vaut mieux faire les Voilà. choses dans Les les réparations, je ne sais pas à chaque fois que les réparations, C'est ça. elles n'existent pas. Je veux n'existe ajouter une pas. chose, c'est que nous, on défend, on est des écologistes, on défend le patrimoine aussi de Martiniquais, donc tout ce qui est environnement, tout ce qui est patrimoine martiniquais. Et quand il n'y a plus de patrimoine, nous n'aurons plus rien à protéger du tout. Donc c'est pour cette raison que nous regardons bien que les biens des Martiniquais, des collectivités, ne soient pas dilapidés au profit de promoteurs. Et c'est ce qui se passe. Quand on regarde le Carbet, à 2 fois, le maire a récupéré des biens communaux pour pouvoir essayer de mettre entre les mains du promoteur. Nous voyons au Robert qu'ils ont été aussi condamnés parce que, sans permis de construire, le maire a pris le terrain de la commune pour pouvoir mettre entre les mains d'un privé pour construire une salle de fête. Donc, à chaque fois, à Saint-Joseph, c'est la même chose. Aux Trois-Îlets, c'est la même chose. À chaque fois, il y a des biens publics qui sont mis entre les mains des promoteurs. Et c'est pour cette raison que ces promoteurs-là, ils construisent à bout de champ, puisqu'ils ne sont pas à même titre. Il faut que les Martiniquais comprennent ça. Ils ne sont pas à même titre que les petits artisans. C'est-à-dire que quand on leur donne du terrain déjà, donc gratuitement, ils construisent. Tandis que le Martiniquais doit acheter son terrain pour pouvoir construire. Ce 2 poids 2 mesures-là, et puis ce conflit d'intérêts-là, il faudra que ça cesse en Martinique. Alors nous prenons nos responsabilités. Moi aussi, je prends ma responsabilité. Je sais, ils utilisent les outils, mais bon, attention. Donc nous allons faire ce qui est de notre mieux pour pouvoir protéger le patrimoine que nous avons en Martinique, parce que nous avons un patrimoine naturel, écologique, formidable. Il faut que nos enfants de demain puissent trouver quelque chose lorsqu'ils vont grandir. Et donc, en fait, effectivement, j'ai entendu dans les médias qu'il y a la création d'une agence de biodiversité sur le territoire martiniquais. Alors, comme dit M. Morin, si les lois sont appliquées, je pense s'il y avait une police derrière cela qui faisait appliquer les lois, on n'aurait pas eu à intervenir comme ça sans cesse. Donc, est-ce que ça sera nécessaire encore? Tu as tout à fait raison. Cette maison, ils appellent ça une maison territoriale de la biodiversité. C'est comme je disais à une presse, on a créé la maison de la mangrove. Ça n'a pas empêché au maire des Trois-Îlets de donner un permis, de délivrer un permis de construire pour construire 9 villas dans la mangrove. Donc, ce sont des outils pour récupérer, c'est pour faire des projets écologiques, pour que les gens puissent venir, faire de l'argent sur ces projets qu'ils vont faire. Mais en tout cas, nous avons, puisque toi aussi, tu sièges dans ces instances aussi, nous avons l'OFP, nous avons l'ODE, nous avons l'ONF, nous avons toutes ces personnes-là qui sont déjà en place, qui ont toutes les lois qu'il faut. Nous avons la charte de l'environnement. Ils ont déjà tous les outils en main pour pouvoir protéger la Martinique. Donc, ce n'est pas une maison de plus ou une maison de moins territoriale, maison de la mangrove. Nous allons créer aussi la maison de la forêt, la maison de... Nous allons créer... Nous venons d'avoir justement... biosphère de Martinique, etc., etc. Donc, ça ne servira à rien. Ce sont des projets inutiles. Donc, nous avons ce qu'il faut. Donc, mettons-nous au travail et protégeons la Martinique.
Alors, je remercie le collectif des riverains de la plage du Carbet. Merci beaucoup, Monsieur Christian Morin et Monsieur Jean-Pierre Maurice. Merci de nous avoir accueillis ce soir. C'était Merci un à la plaisir. Sopama. Merci. Voilà. Et puis, merci Rosalie Gachette, que je torture. Et comme je dis, nous allons venir souvent pour démontrer l'évolution de toutes les tâches que nous menons, pour donner une commune harmonieuse et de bonne qualité pour que les gens puissent visiter, comme d'habitude. Un petit mot, vite fait, parce que nous sommes... Non, enfin, on Ça n'avait va. pas trop. Ok. Non, mais j'espère donc, que notre collaboration pourra se prolonger. Hein. Nous avons passé un moment agréable, mais surtout un moment où nous avons pu, je pense, exprimer un certain nombre de choses, quoi. Et donc, je pense que la population martiniquaise va pouvoir en bénéficier. Merci. Ah oui, Et on retrouve la adhésions Sopama. se font sur Eloasso, hein. Voilà. Comme on est en train de déborder sur le temps, C'est ça. donc vous verrez la Sopamar sur le convoi pour les réparations, c'est jusqu'au 21 mai, donc jeudi c'est Sainte-Luce, et puis donc venez le soir au convoi pour les réparations. À très bientôt sur Zouk TV. Vous avez déjà commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. Hein. De protection, de biodiversité, membres pour géophysique, pour cette là, des formes de botanique très très fort comme on a dit.